La porte claqua comme un coup de tonnerre dans le silence de l'appartement parisien, et Victor s'effondra sur le lit, les épaules secouées de sanglots étouffés. « Je ne peux plus, Timothée. Papa me tue à petit feu, murmura-t-il avant de se retourner, dos tourné au monde, comme s'il pouvait ainsi effacer la dispute qui venait d'éclater dans le salon. Mais son père, ce colosse aux yeux d'acier forgés par des années de regrets, ne bougea pas, il resta là, ombre massive dans l'encadrement de la porte, et son regard croisa le mien, un regard qui n'était plus en colère, mais hanté, comme si les mots qu'il s'apprêtait à prononcer avaient attendu des décennies pour jaillir. Je m'appelais Timothée, 25 ans, un rêveur égaré dans les ruelles de Montmartre, où l'air sentait le vin aigre et les promesses brisées. Victor et moi, nous nous étions rencontrés 2 ans plus tôt, lors d'une de ces fêtes clandestines dans un loft du Marais, où les corps se frôlaient sous des néons roses et où les cœurs battaient au rythme d'une musique qui masquait les peurs. Il était beau, Victor grand, avec des boucles sombres qui cascadaient sur son front, et un sourire qui pouvait illuminer les nuits les plus sombres de Paris. Fils d'un ancien militaire, il portait en lui cette raideur héritée, cette armure que je passais mes journées à essayer de fissurer. Nous étions amis, du moins c'est ce que nous nous disions, mais dans les silences, quand nos mains s'effleuraient par accident sur un café fumant, je sentais autre chose, un feu couvant, interdit, qui menaçait de tout consumeur. Ce soir-là, la dispute avait éclaté pour une broutille, un appel manqué de la part de Victor, un mensonge sur sa soirée. Son père, Henri, était venu de sa petite maison en banlieue pour discuter, comme il disait toujours, mais ses mots étaient des balles chargées de déceptions accumulées. « Tu n'es pas un homme, fiston. À ton âge, j'avais déjà conquis le monde, pas traîné dans ces bars de PD, avait-il hurlé, les veines saillantes sur son cou. Victor avait riposté, pour la première fois avec une violence qui m'avait surpris, « Et toi, papa? Tu as conquis quoi, à part une vie de regret et une femme qui t'a quitté parce que tu ne savais pas aimer ?» Puis il s'était levé, tremblant, et avait fui vers sa chambre, me laissant seul face à la tempête. Henri ne partit pas. Il s'assit lourdement sur le canapé défoncé, les mains jointes comme en prière, et alluma une cigarette, un vice qu'il jurait avoir abandonné depuis des lustres. La fumée s'enroula autour de nous comme un serpent, et il me fixa, longuement, jusqu'à ce que je sente mon cœur cogner contre mes côtes. « Timothée, dit-il enfin, sa voix rauque et raflée par les ans, tu es le seul ami qu'il ait jamais eu qui ne le trahisse pas. Dis-moi la vérité, est-ce que mon fils? Est-ce qu'il est comme toi ?» La question me frappa comme une gifle. Comme moi? Un homosexuel assumé, qui avait fui sa famille normande pour Paris, ville des amours fugaces et des cœurs en miettes? J'hésitais, la gorge serrée, mais Henri leva la main. Ne mens pas. J'ai vu comment il te regarde. Comme si tu étais son oxygène. Et là, dans ce salon éclairé par une lampe à abat-jour jaunie, il se mit à parler à un flot de confessions que je n'aurais jamais imaginé. Henri avait aimé, autrefois, un homme. Un sergent dans son régiment, pendant la guerre du Golfe. Une passion brève, dévorante, terminée par une balle perdue et un silence imposé par l'armée. J'ai épousé sa mère pour oublier, avoua-t-il, les yeux humides. Mais Victor. Il porte ça en lui. Mon sang. Et je l'ai haï pour ça, parce que je me haïssais moi-même. Je restais muet, le monde chavirant sous mes pieds. Victor, endormi à quelques mètres, ignorant que son père venait de lui offrir, sans le savoir, une clé pour se libérer. Ce qui se passa ensuite m'étonna au-delà des mots. Henri se leva, posa une main lourde sur mon épaule, pas une menace, mais une supplication. Aime-le pour moi, Timothée. Aime-le comme je n'ai pas su le faire. Puis il partit, laissant derrière lui l'odeur de tabac et de secrets éventés. Les jours suivants furent un tourbillon. Victor, ignorant tout, se blottit contre moi plus que jamais. Nous arpentions les quais de Seine, main dans la main sous les regards indifférents des touristes, et il me confiait ses doutes, je ne sais pas qui je suis, Tim. Avec les filles, c'est fade, avec toi, c'est vivant. Je ne disais rien de la nuit fatidique, craignant de briser la fragilité de ce lien naissant. Mais l'amour grandissait, inexorable, nos premiers baisers volés dans l'ombre d'un cinéma d'art et d'essai, nos nuits passées à murmurer des promesses sous les draps froissés. Paris nous enveloppait de sa magie, les lumières de la tour Eiffel scintillant comme des étoiles jalouses, les odeurs de croissants chauds se mêlant à l'humidité de l'aube. Pourtant, les ombres planaient. Henri appelait moins, mais ses silences pesaient. Victor, sentant le malaise, fouillait mes yeux, « Qu'est-ce qu'il t'a dit, cette nuit-là » Je détournais le regard, prétextant l'oubli. C'était mon premier mensonge, une graine de discorde plantée dans le jardin de notre idylle.
Le printemps arriva à Paris comme une amante capricieuse, sauvant les âmes engourdies par l'hiver avec des averses tièdes et des bourgeons roses sur les marronniers. Victor et moi, nous nous laissions porter par cette douceur, des pique-niques improvisés au jardin des Tuileries, où il me nourrissait de fraises juteuses en riant de mes tâches de confiture, des soirées dans des cabarets du quartier latin, où la musique jazzy nous faisait danser, corps contre corps, indifférents au murmure. Tu es mon encre, Timothée, me soufflait-il à l'oreille, son souffle chaud contre ma nuque. Et moi, je le croyais ou du moins, je faisais semblant, car le secret d'Henri rongeait mes nuits comme un acide lent. Un après-midi, alors que nous flânions le long du canal Saint-Martin, Victor s'arrêta net devant un graffiti criard, « L'amour n'a pas de genre ». Ses yeux s'embuèrent. C'est ça, hein? Ce que je ressens pour toi. Pas juste de l'amitié. Il me prit la main, la serra fort, et nous nous embrassâmes là, au grand jour, un baiser timide d'abord, puis fiévreux, salé de larmes contenues. Ce fut le début officiel de nous, amants, dans une ville qui tolérait les amours comme la sienne avec une élégance feinte. Mais les joies étaient fragiles. Henri réapparut un soir d'orage, trempé jusqu'aux os, un bouquet de roses fanées à la main. Pour Victor, grommela-t-il en entrant, évitant mon regard. Victor, surpris, l'accueillit avec une méfiance palpable. Le dîner fut tendu, Henri parlait de son enfance à Marseille, de la mère impitoyable qui avait forgé son caractère, mais ses yeux glissaient vers moi, chargés d'un message muet. Après le café, Victor s'excusa pour aller fumer sur le balcon, laissant son père et moi seuls à nouveau. Tu lui as dit, demandai-je à voix basse, le cœur battant. Henri secoua la tête, un sourire amer aux lèvres. Pas encore. J'attends le bon moment. Mais toi. Protège-le. Le monde n'est pas tendre avec les nôtres. Il sortit une vieille photo de son portefeuille, 2 soldats, bras dessus bras dessous, riant sous un soleil désertique. L'un d'eux était lui, plus jeune, les yeux pétillants d'un amour qu'il n'avait jamais nommé. C'était mon Victor, à l'époque. Perdu trop tôt. Je touchai la photo du bout des doigts, ému par cette vulnérabilité inattendue. Pour la première fois, je vis Henri non un tyran, mais un homme brisé, cherchant la rédemption à travers son fils. Cette nuit-là, Victor et moi fîmes l'amour pour la première fois avec une urgence nouvelle, comme si nous scellions un pacte contre les tempêtes à venir. Ses mains exploraient mon corps avec une tendresse maladroite, ses murmures en français mêlés d'anglais appris dans des films hollywoodiens, un clin d'œil à cette Amérique romantique qu'il idolâtrait, avec ses fins heureuses improbables. Je t'aime, Tim, Alta-Teil, et ces mots étaient une promesse, un serment gravé dans la chair. Pourtant, le doute s'insinuait. Victor commença à changer, des appels secrets, des sorties solitaires qu'il qualifiait de réunions avec des potes. Je l'interrogeais doucement, mais il balayait l'air d'un geste las. C'est rien, juste le boulot qui me stresse. Il travaillait comme graphiste freelance, enchaînant les nuits blanches sur des logos pour des marques de luxe, mais je sentais autre chose, une distance, comme un voile se tendant entre nous. Un matin, je trouvai son téléphone allumé sur la table, un message d'un certain « Elle revient ce soir, mon beau. On a des choses à finir. » Mon estomac se noua. Était-ce une femme? Un homme? Je n'osais pas fouiller, mais le poison était planté. Quand Victor rentra, je l'accueillis avec un baiser forcé, et il le rendit avec une passion qui sonnait faux. Les semaines passèrent en un kaléidoscope de joie feinte et de soupçons. Nous allâmes à Versailles un dimanche, main dans la main parmi les fontaines chantantes, et pour un instant, j'oubliai tout au son rire résonnant contre les étayers, ses doigts entrelacés aux miens comme une encre. Mais le soir, seul dans la salle de bain, je pleurais en silence, hanté par le fantôme de ce elle. Puis vint la trahison, brutale comme un coup de couteau dans le dos. C'était un vendredi pluvieux, Paris noyé sous des trompes d'eau qui lavaient les péchés de la ville. J'étais rentré tôt d'une expo photo au Louvre, les bras chargés de croissants et d'un vin rouge corsé pour notre anniversaire de premier baiser. L'appartement était vide, ou du moins le croyais-je. Un bruit étouffé me guida vers la chambre, la porte entrebâillée, des gémissements, des rires complices. Je poussai le battant, et le monde s'effondra. Victor, nu, enlacé avec un homme que je reconnus vaguement en Lucas, un collègue de son agence, se mêle des messages. Ils se figèrent, Victor blême, Lucas un sourire narquois aux lèvres. Tim. Ce n'est pas ce que tu crois, balbutia Victor, se couvrant à la hâte. Mais c'était exactement ça, la trahison, nue et crue, dans notre lit. Je sortis sans un mot, la pluie me fouettant le visage comme des larmes divines. Je courus jusqu'au pont des Arts,
où les cadenas d'amours éternels se moquaient de moi. Là, sous l'averse, je hurlai mon désespoir aux scènes en furie. Les jours qui suivirent furent un brouillard de douleur, un exil intérieur dans les rues de Paris qui m'avaient autrefois semblé si accueillantes. Je logeais chez un ami du Marais, un peintre excentrique nommé Raoul qui me gavait de tisanes et de conseils lénifiants. L'amour, c'est comme la peinture, Timothée, où il faut laisser sécher les couleurs avant d'ajouter une couche. Mais rien ne séchait en moi, tout pourrissait, une gangrène émotionnelle qui me rongeait les os. Victor m'appela des dizaines de fois, des messages vocaux écorchés où sa voix se brisait. Pardonne-moi, je t'en supplie. C'était une erreur, une faiblesse. Lucas. C'est du passé, un flirt idiot pour me sentir normal. Normal. Ce mot me révulsait, écho des injonctions d'Henri. Je ne répondis pas encore. Au lieu de ça, je marchais des heures, des kilomètres, des boulevards Haussmann aux escaliers escarpés de Belleville, cherchant dans l'architecture de la ville un remède à mon cœur fracturé. Paris, avec ses cafés bondés et ses amants enlacés sous les platanes, me narguait une ville d'amour qui tolérait les cœurs brisés comme des touristes égarés. Henri, apprenant la nouvelle par un Victor effondré, vint me trouver un soir dans un bistrot de la rue de Rivoli. Il s'assit en face de moi, commande un pastis sans me demander la permission, et alluma une cigarette malgré l'interdiction. Il est con, mon fils, grogna-t-il, les yeux rougis par une nuit sans sommeil. Mais il t'aime, gamin. Vraiment. J'ai tout avoué à Victor, après ton départ. Ma propre histoire. Avec ce sergent. Il a pleuré, pas de honte, mais de soulagement. Papa, tu comprends enfin, qu'il m'a dit. Ces mots me touchèrent, malgré la rage. Pour la première fois, Henri parla de sa vie post-guerre, le mariage forcé, la naissance de Victor comme un pansement sur une plaie ouverte, les années de silence où il avait projeté ses démons sur son fils. J'ai voulu le protéger en le brisant, confessa-t-il, la voix tremblante. Mais toi, Timothée, tu l'as libéré. Ne l'abandonne pas maintenant. Il glissa une enveloppe jaunie sur la table des lettres, vieille de 30 ans, écrite à son amant perdu. Lis-les. Peut-être que ça t'aidera à pardonner. Je rentrai chez Raoul avec ses reliques, les lus jusqu'à l'aube. Les mots d'Henri étaient poétiques, crus, un cri d'amour étouffé par la peur, ton corps est mon désert, ton regard mon oasis. Ils me rappelèrent mes propres lettres à Victor, jamais envoyées, cachées dans un tiroir comme des secrets honteux. Le pardon n'était pas encore là, mais une fissure s'ouvrait dans mon armure. Victor réapparut une semaine plus tard, sous ma fenêtre, un bouquet de lys à la main, mes fleurs préférées, symbole d'innocence perdue. Il pleuvait encore, une pluie d'été capricieuse qui collait ses vêtements à sa peau. Laisse-moi entrer, Tim. Ou frappe-moi, hurle, mais écoute-moi. Je descendis, plus par fatigue que par clémence, et nous marchâmes jusqu'au Luxembourg, où les chaises vertes étaient vides sous les gouttes. Il parla pendant des heures, les mots se bousculant comme une confession au bord du gouffre. Lucas n'était qu'une béquille, un moyen de tester sa normalité imposée par des années de déni. J'ai eu peur, tu vois? Peur de nous, de ce que ça signifiait. Et quand papa m'a raconté son histoire, j'ai réalisé que j'étais comme lui. Un lâche qui fuit l'amour vrai. Il pleurait, à genoux sur l'herbe mouillée, et je sentis ma résolution faiblir. Ses mains sur mes genoux, suppliantes, ravivèrent le feu pas la passion charnelle, mais un lien plus profond, tissé de vulnérabilité partagée. Nous nous réconciliâmes ce soir-là, non pas avec des baisers enflammés, mais avec des silences complices. Il dormit sur le canapé de Raoul, et moi dans la chambre, mais au matin, nous partageâmes un café, et le monde sembla un peu moins hostile. Pourtant, le conflit couvait encore, Lucas ne lâchait pas, envoyant des messages venimeux à Victor, l'accusant de jouer les victimes. Et Henri, dans son rôle de père repentant, commit sa propre erreur où il confronta Lucas dans un bar, une bagarre éclata, et les journaux locaux titrèrent sur l'altercation homophobe d'un vétéran. Le scandale éclaboussa Victor, son agence le mit à l'écart, craignant le bad buzz, et les ragots du quartier nous isolèrent. C'est ma faute, murmura Victor un soir, effondré dans mes bras. J'ai tout gâché. Mais non, pensais-je, c'était l'occasion, le catalyseur pour affronter les ombres. L'automne s'installa sur Paris avec une mélancolie élégante, les feuilles jaunies tourbillonnant comme des confettis d'adieu le long des avenues. Victor et moi, nous luttions pour rebâtir sur des ruines, des thérapies de couple dans un cabinet discret de Saint-Germain, où une psychologue aux lunettes rondes nous apprenait à nommer nos peurs, homophobie intériorisée, trahison comme fuite.
Henri se joignit à nous une fois, maladroit dans son costume trop serré, balbutiant des excuses qui sonnaient vraies. « Je suis fier de toi, fiston, dit-il à Victor en sortant, et pour la première fois, je vis des larmes couler sur ses joues burinées. Mais le vrai haut de la pièce de théâtre qu'était devenue notre vie surgit sans prévenir, lors d'une soirée d'anniversaire pour Raoul. Le loft était bondé, artistes exubérants, vin qui coulait à flot, une playlist de Gainsbourg qui incitait aux danses lascives. Victor, rayonnant dans une chemise bleu nuit qui soulignait ses yeux, me présentait comme mon amour, mon Timothée. Lucas était là, bien sûr invité par un ami commun, un serpent dans l'Éden. Il s'approcha de nous au milieu de la nuit, un verre à la main, le sourire carnassier. « Félicitations pour votre petite réconciliation, lança-t-il, assez fort pour que les voisins dedans s'entendent. Dommage que Victor ait oublié à quel point il aimait les aventures au point. » Le silence s'étira, poisseux, et Victor blêmit. Je sentis la bile monter, mais avant que je puisse réagir, il explosa, « Ferme-la, Lucas. Tu n'étais qu'un regret, un moyen de me punir moi-même. Timothée est ma vie. » Les mots volèrent, durs comme des gifles, Lucas riposta par des insinuations sur notre couple fragile, sur Henri le vieux réac qui protège son fils gay. La fête dégénéra en chaos, cris, verres brisés, Raoul expulsant Lucas sous les huées. Victor et moi fûmes au centre de la tempête, exposés, vulnérables. Dehors, sous les néons clignotants, il s'effondra contre moi. « Je ne supporterai pas de te perdre encore, sanglota-t-il. Et là, dans cette ruelle puant le vin renversé, je l'embrassai à un baiser de feu, de pardon absolu, qui scella notre alliance contre le monde. » Le lendemain, le clash fit le tour des réseaux, posts venimeux de Lucas, soutiens affûtés de nos amis. Victor décida de contre-attaquer, il écrivit une lettre ouverte, publiée dans un magazine queer en ligne, racontant notre histoire, la trahison, le pardon, l'héritage d'Henri. « L'amour gay n'est pas une mode, y confiait-il, c'est une bataille quotidienne contre les fantômes familiaux et les lâchetés personnelles. » La réponse fut un raz-de-marée, message de soutien, invitation à des podcasts, même un producteur hollywoodien, car oui, notre drame avait ce relent américain, dramatique et cathartique, comme un film de Gus Van Sant transplanté sur les bords de Seine. Henri, fier malgré lui, nous offrit un geste inattendu, un voyage à Marseille, sa ville natale, pour clore les chapitres. Nous partîmes à trois, une famille recomposée improbable. La mer Méditerranée nous accueillit avec son azur impitoyable, et sur la plage des Calanques, Henri nous confia une urne, les cendres de son sergent, gardées secret pendant des décennies. « Libérez-le, dit-il, la voix brisée par le vent. » Nous les dispersâmes ensemble, Victor et moi main dans la main, Henri nous regardant avec une tendresse nouvelle. Ce fut un rituel païen, un exorcisme, les vagues emportèrent les regrets, laissant place à une paix fragile. De retour à Paris, notre amour fleurit à nouveau, plus mature, plus ancré. Victor trouva un nouveau job dans une agence inclusive, où ses designs queer sa vie cartonnaient. Moi, j'écrivis des nouvelles inspirées de notre saga, publiées dans des revues littéraires qui sentaient le papier ancien et l'encre fraîche. Mais le climax n'était pas encore passé, il surgit lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+, place de la République, où des milliers de voix scandaient « Amour libre ». Victor monta sur scène, micro en main, pour partager son témoignage. « J'ai trahi l'homme que j'aime par peur », clama-t-il, sa voix amplifiée par les haut-parleurs. Mais il m'a pardonné, et mon père, oh oui, mon père hétéro, vétéran, bourru m'a appris que l'amour transcende les étiquettes. La foule rugit, et moi, au premier rang, je sentis les larmes couler au pas de tristesse, mais de triomphe. Henri, à mes côtés, hocha la tête, un sourire discret aux lèvres. Pourtant, dans l'euphorie, Lucas frappa une dernière fois, une plainte pour diffamation, arguant que la lettre ouverte l'avait ruiné professionnellement. Le procès fut un cirque médiatique, des audiences au tribunal de Paris où avocats en toge noire disséquaient nos âmes comme des insectes sous verre. Victor craqua une nuit, hanté par les flashbacks, et si on perd tout ? Je le serrai contre moi, nos corps entremêlés dans l'obscurité. On a déjà gagné, murmurai-je. L'un contre l'autre. Le verdict tomba un matin de décembre, Paris engoncé dans un manteau de givre qui craquelait sous les pas pressés. Non-lieu, annonça l'avocat, un sourire en coin. Pas de diffamation, juste la vérité brute. Lucas s'effondra publiquement, son venin retourné contre lui, et Victor, libéré, m'embrassa dans le couloir du palais de justice, sous les flashs des photographes. C'est fini, souffla-t-il. On recommence. Mais la vraie fin, celle qui scella notre histoire en un tableau humaniste, vint plus tard,
lors d'un Noël inattendu. Henri nous invita dans sa maison de banlieue, une masure modeste au volet vert, où l'odeur de châtaigne rôtie se mêlait à celle du sapin mal taillé. Pas de cadeaux extravagants, juste des présences, nous trois autour d'une table bancale, partageant des souvenirs comme des pains chauds. Henri raconta des anecdotes de son sergent, des rires volés dans les dunes, des promesses chuchotées sous les étoiles du désert. Victor écouta, les yeux brillants, et pour la première fois, il posa sa tête sur l'épaule de son père. « Merci de m'avoir raconté, dit-il simplement. Moi, je regardais cette scène avec un émerveillement teinté de gratitude. Notre amour n'avait pas été un conte de fées hollywoodien, avec ses happy ends clinquants, c'était une épopée française, nuancée, où la passion se teignait de grisaille, où la trahison forgeait la résilience. Victor et moi, nous avions dansé sur le fil du rasoir de l'amitié naissante aux abysses de la douleur, de la réconciliation au sommet de la compréhension. Et Henri, ce père improbable, était devenu notre allié, un pont entre générations blessées. La nuit de Noël, après que Henri se fut couché, Victor et moi sortîmes dans le jardin gelé. Les étoiles perçaient le ciel comme des diamants épars, et il me prit dans ses bras, son souffle formant des nuages dans l'air froid. « Je t'aime, Timothée. Pas malgré tout, mais avec tout les cicatrices, les doutes, les victoires. » Nous nous embrassâmes, longuement, le monde réduit à ce moment, deux âmes entrelacées sous un firmament indifférent. Paris nous rappela au printemps suivant, avec ses amours renouvelés. Nous adoptâmes un chat errant, un félin noir aux yeux verts que Victor nomma Henri Junior, en riant. Nos amis du Marais organisèrent une fête pour célébrer le couple indestructible, et même Raoul peignit notre portrait aux deux silhouettes enlacées sur fond de scène, symbole d'une résilience queer. Des années plus tard, quand Henri s'éteignit paisiblement dans son sommeil, nous trouvâmes sous son oreiller une lettre finale, à Victor et Timothée, mes fils de cœur. Aimez sans peur, comme je l'ai appris trop tard. La vie est courte, mais l'amour. L'amour est éternel. Nous lûmes ces mots lors de l'enterrement, sous un ciel de Provence azuré, et pleurâmes non de perte, mais de plénitude. Aujourd'hui, Victor et moi vivons toujours à Paris, dans un appartement plus grand, avec vue sur la tour Eiffel qui clignote comme un clin d'œil complice. Notre histoire n'est pas parfaite, il y a des disputes pour des riens, des nuits où les fantômes reviennent hanter. Mais c'est une histoire humaine, dramatique dans ses chutes, émouvante dans ses remontées, romantique dans ses silences partagés, et profondément bienveillante dans son message. L'amour, qu'il soit gai ou autre, n'est pas une ligne droite, c'est un labyrinthe parisien, où l'on se perd pour mieux se retrouver. Et moi, Timothée, je sais maintenant que ce qui m'avait étonné cette nuit-là, un père restant pour parler, un secret libéré, n'était que le début d'une odyssée. Une odyssée qui nous a menés, Victor et moi, à un horizon où le pardon est la plus belle des révolutions.